Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ouais, tout va bien. Bon. Il est 10h45, donc je vous propose qu'on commence. On a un sujet assez vaste à traiter, mais on va essayer de rester dans les délais. On se présente tout d'abord. Cabinet Winston & Strawn, Julie Verne-Cézanne-Gouffran, Gilles Bigot, Alexandre Dill. Gilles et moi-même sommes les représentants, on va dire, les managers de l'équipe santé au sein du cabinet Winston & Strawn. Alexandre s'occupe de toute la partie RGPD, IP, IT et protection des données de santé. Si on se présente aujourd'hui devant vous, c'est parce qu'on veut parler d'un thème qui nous est très très cher, le thème de la santé, et notamment la continuité dans l'offre de soins, qui est très importante. La protection de la donnée, c'est quelque chose, mais la continuité de l'offre de soins nous tient particulièrement à cœur. Donc nous avons décidé de plus particulièrement parler de la cybersécurité, des cyberattaques. Vous avez très certainement entendu parler de cyberattaques qui ont obligé des établissements de santé à fermer leur système d'urgence ou de décaler des opérations, de renvoyer des patients dans notre établissement de santé. Nous sommes là pour vous parler de ce sur quoi il faut se concentrer et faire attention vis-à-vis des fournisseurs, vis-à-vis des acheteurs, dans la responsabilité aussi contractuelle, pour essayer de limiter tant d'un point de vue juridique, mais également pratique et organisationnel. On vous présentera dans notre équipe qui fait quoi plus particulièrement, mais on essaye de faire un tour panoramique de la question. Si je peux, en commençant, est-ce que dans l'assistance, qui est établissement de santé, fournisseur, prestataire de services, les autres font quoi? Cyber? Cyber aussi? Ok, donc on a un bon panel. Donc après, on sera à votre disposition sous le feu des mitraillettes pour répondre à vos questions. Mais on enchaîne déjà avec la présentation et après on répondra à vos questions. Juste un petit mot dans le prolongement de ce que vient de dire Julie. Nous, on a été choqués depuis quelques années d'entendre qu'un service d'urgence d'un établissement de soins, qui reçoit des gens qui sont dans un besoin immédiat de soins, puisse être fermé, puisse être paralysé par une attaque cyber. Pour des juristes, c'est incompréhensible. Pour un médecin, c'est incompréhensible. Nous, on fait la liaison entre les médecins et le droit, entre la pratique de santé, de soins et le droit. Et donc, notre PAC sécurité, notre team que vous allez découvrir là, a été créé et venu de ce choc que nous avions, nous, de dire, mais il n'y a aucune raison, un stéthoscope, ça fonctionne toujours, même quand un computer est en rade, d'accord? Le Doliprane, il n'a pas besoin d'un computer, donc continuons comme ça. Et alors, je me permets, vu que j'ai la chance d'accompagner Gilles et Julie, ce que vous ne savez pas, donc ce que je vais vous dire, c'est que Gilles et Julie dirigent l'équipe de droit de la santé la plus récompensée, reconnue, la plus importante en France. C'est ce que moi je dis être la meilleure équipe française, mais chaque année ils ont la palme. Donc c'est important de souligner que c'est les meilleurs avocats en droit de la santé. Et alors, c'est pour ça que j'ai la chance de bosser avec eux. Et c'est vrai que lorsqu'on a composé cette équipe, on a été chercher des ingénieurs, des formateurs en cyber. Perrine, que vous voyez là sur les slides, c'est une fille qui travaille dans les hôpitaux tout le temps, depuis des années, parce qu'elle est DPO externe, RSSI externe. Elle connaît par cœur le monde de la santé. Donc c'est une équipe qu'on a rassemblée, pluridisciplinaire, avec des ingés, avec des gens qui ne font que de la santé, qui ne connaissent que le milieu de la santé. Donc demain matin en assurance, ils n'y connaissent rien, c'est que de la santé. Et qui ont la pratique de la cyber depuis des années. Je crois, je peux toujours me tromper dans la vie, mais je crois que c'est unique sur le marché, cette offre. Alors, voilà, ça c'est juste pour vous expliquer à quel point Winston, c'est les meilleurs. Ils ont 30 ans d'expertise. Alors je me permets, 30 ans d'expertise en droit de la santé, ça veut dire quelque chose. Il y a 30 ans, on les prenait tous pour des rigolos parce que personne n'en faisait. C'est les pionniers en fait. Donc c'est un point... Non mais c'est vrai, il faut quand même le souligner. On va rester humble. Merci Alex. Donc comme on vous le disait, nous on est passionnés de la santé et ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la digitalisation croissante du secteur de la santé, avec l'essor du DMP, la télémédecine, évidemment, les plateformes de santé connectées, qui amplifient les vulnérabilités. Et comme les données patients, le système de soins, c'est un secteur critique, essentiel et vital dans notre tissu économique également, les attaques sont de plus en plus importantes.
Et donc c'est ce qu'on veut justement essayer de contourner au maximum, encore une fois sous un angle juridique, organisationnel et technique. Et donc on va commencer par vous présenter le cadre légal et réglementaire applicable. Excusez-nous, c'est un petit peu rébarbatif, on va dire, donc on va aller très très vite, mais on vous expose ça en premier pour que vous compreniez pourquoi après, dans le cadre contractuel qui doit s'imposer entre acheteurs et vendeurs, certains points doivent être vraiment renforcés pour pouvoir vérifier et montrer à tout le monde, et aux auditeurs notamment, que vous avez respecté vos obligations de conformité. On a fait 2-3 petites slides pour montrer à quel point c'est important. Vous le savez. L'ancien patron de l'ANSSI, Guillaume, me disait qu'aujourd'hui en France, 1 attaque sur 10, c'est dans le milieu de la santé. C'est le secteur le plus attaqué, plus que devant les banques. Donc ça veut dire que c'est un sujet sérieux. Et comme disait Gilles, tout le monde connaît l'exemple de Cologne où un patient est mort à cause d'une cyber. Ça, c'est officiel. Il y a aussi des versions pas du tout officielles et très cachées où d'autres personnes meurent, mais ça, on ne le sait pas. Ça veut dire que ça va bien au-delà de l'enjeu financier, c'est quand même l'enjeu de la vie humaine. Là, vous connaissez les chiffres. Bon, c'est quelques slides pour montrer à quel point c'est important. Et alors, à titre personnel, je me permets un point, parce que ça fait quand même très longtemps qu'on vit ça. C'est que vous êtes évidemment initié à la cyber, mais on vit quand même dans un monde latin où on ne croit pas au risque, on n'aime pas les risques, ça n'existe pas le risque et tout. Et en fait, c'est le risque, il existe vraiment. Bon, vous le savez, mais les autres pas toujours. Hein. Ça nous concerne, c'est pas la faute du voisin, parce que ça, on l'entend toujours aussi. C'est préjudiciable quand les gens meurent, c'est embêtant quand même, notamment en termes d'image. Et puis surtout, moi, il y a un point sur lequel j'insiste lourdement, c'est que, vous savez, en droit, il y a des responsabilités. Je sais, le mot, on n'aime pas en France le mot responsabilité. Mais le dirigeant d'une entreprise, le dirigeant d'un hôpital, d'une clinique, il est pénalement responsable de ce qui se passe chez lui. Lorsqu'il y a des gens qui meurent à cause d'une cyber, le dirigeant, il va lui arriver des trucs. Par exemple, une garde à vue, voire une procédure pénale, voire même une condamnation pénale. Donc ça veut dire que ce n'est pas un risque qui est complètement anodin, c'est un risque qu'il faut prendre très au sérieux. Oui, le risque, il pèse sur le dirigeant, il pèse sur la personne morale, qu'elle soit de droit public ou de droit privé, hôpital public ou hôpital privé. Il pèse sur les médecins qui sont finalement en bout de chaîne. Et donc le droit est rébarbatif. Le droit, on l'oublie beaucoup en France, mais il faut commencer par là, on est désolé. C'est comme les romans de Balzac, l'introduction est insupportable à lire et pourtant elle donne les clés de tout pour la suite. Et juste un petit chiffre aussi qui peut être parlant sur un coût moyen d'une attaque cyber. Donc les conséquences financières sur un établissement de santé, c'est plusieurs millions. C'est environ 7 millions d'euros pour du coup réparer les préjudices qui ont été causés et remettre tout d'équerre et préparer éventuellement la suivante, parce que vous verrez, vous avez peut-être suivi l'actualité, ce n'est pas parce qu'un établissement de santé a été cyberattaqué qu'il ne sera pas quelques mois après. Donc ce sont des éléments qu'il faut vraiment sécuriser en amont, évidemment après avoir subi l'attaque, pour s'assurer que ça ne se répétera pas dans le futur. Quelques millions d'euros, c'est pas rien. Alors, on vous présente très vite, promis, hein, on sait que ça n'intéresse pas grand monde, la loi. Je ne sais pas si vous connaissez la loi. Bon. Donc la loi, on va être très rapide, je vous rassure, ce n'est pas le but de notre atelier. Il y a un ensemble réglementaire. Non, il n'y a pas que le RGPD, hein, il y a plein d'autres trucs. Quand on travaille dans le domaine de la santé, il y a un truc qui s'appelle le Code de la santé publique. Bon, il fait 3000 pages, donc on ne va pas le lire en entier, mais concrètement, dedans, il y a des obligations informatiques, il y a des obligations de cyber dans le Code de la santé publique, vous voyez, c'est pas que le RGPD. Hein. Par exemple, il y a une obligation d'alerte de l'ANS en cas de faille de sécurité. C'est un exemple concret. Donc il y a ce premier gros panel législatif dont il faut tenir compte. Dans le Code de santé publique, vous savez, il y a ce que vous connaissez, les habilitations et les certifications ANS et AHS. C'est là, en fait, qu'on a tout ça. Deuxième, vous voyez, on va vite, hein. Le RGPD, ça vous le connaissez tous, facile. Bon, maintenant, ça fait un bout de temps, donc on a quand même pas mal d'expérience. Et comme vous le savez, alors l'ancienne présidente était très liée au milieu de la santé, pour des raisons perso, ce qui fait qu'elle avait mis beaucoup d'importance dans les contrôles et dans les fiches pour la santé. La CNIL a fait beaucoup de contrôles dans le domaine de la santé, ce qui fait qu'aujourd'hui les gens croient qu'il n'y a que le RGPD qui gouverne la santé. Mais à nouveau, c'est pas le cas. Nice, c'est pas la ville, hein. Network Information Security. Nice, c'est surtout Nice 2 qui est entré en vigueur, malgré le fait qu'il n'y ait pas de loi en France. C'est 78 points de contrôle quand même. C'est un ensemble d'obligations qu'on va voir après. Et qu'on le veuille ou pas, Nice 2 s'applique à la santé. Ça va s'appliquer à vous. On va revenir là-dessus, hein. À nouveau, on va vite parce que le but du jeu, c'est de parler des pratiques contractuelles entre acheteurs et vendeurs.
On termine, ça vous connaissez par cœur, c'est chez vous. MDR, c'est Medical Device Regulation, les dispositifs médicaux en français, c'est ça. Le CRA, personne ne connaît en France, je vous rassure, c'est normal. Le CRA, c'est Cyber Resilience Act. En fait, c'est une législation qui est applicable à l'IoT au début, et notamment l'IoT de santé, hein, c'est ultra important. Les dispositifs médicaux sont régis par le MDR et le CRA, et pas juste le MDR, attention. Hein, dans lequel il y a à nouveau des procédures, des obligations contractuelles, des audits, enfin voilà, et tout ça, on va en parler après. Et puis, on n'y échappe pas, il y a quand même le règlement sur l'intelligence artificielle qui également impacte les relations contractuelles entre acheteurs et vendeurs, parce qu'il y a quand même pas mal d'obligations. Et ces 3 outils qui sont moins connus du grand public s'appliquent vraiment particulièrement au domaine de la santé. Le RIA, vous savez, on va avoir une décision spécifique de la Commission européenne juste pour la santé sur l'intelligence artificielle. Preuve qu'on est vraiment dans un domaine très très particulier. Et dans les domaines interdits de l'IA, la moitié c'est de la santé quand même. Donc a priori c'est vraiment un sujet central. Et pour finir, vous voyez, on est très rapide. Ça vous connaissez bien, les fameuses certifications. Alors vous les connaissez toutes par cœur, bon, super. On les a intégrées parce que ça ne fait pas partie de la loi. Mais dans le monde industriel, on parle tous de certification, et pas beaucoup de lois d'ailleurs, en estimant que la certification c'est beaucoup plus important que la loi, il n'y a que ça qui compte, et je vais gagner l'appel d'offres parce que j'ai telle certification, le reste on s'en fout. Non. Non, la certification ça reste optionnel, ça permet de créer de la confiance entre un acheteur et un vendeur, mais c'est pas la loi, c'est autre chose. Alors c'est bien, hein, mais il faut aussi la loi. Voilà, donc maintenant on va passer au concret, parce que ça c'est le théorique, le blabla d'avocat, vous voyez. Maintenant c'est le concret. Et concrètement, il y a 3 thèmes. Alors, on a commencé par le plus facile, l'opérationnel. Ça vous voyez tous. Concrètement, il faut de la sécu. Donc ça veut dire qu'on a un RSSI. Vous savez, le RSSI c'est notre meilleur ami, c'est le type qui bosse 15 heures par jour, qui se plaint jamais et qui a mal payé. C'est lui le RSSI. Le type, il s'assure de la sécurité informatique, il embête tout le monde, il va recruter du prestat. AMO, c'est-à-dire assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est les gens qui aident les établissements de santé. C'est le principal sujet de la réglementation, le maintien de la sécurité informatique. L'ANSSI nous aide pour ça. L'ENISA, c'est l'ANSSI européenne, qui édite plein de super documents. Bon, voilà. C'est fondamental, vous allez me dire, c'est pour ça que c'est en premier d'ailleurs. Mais en fait, en termes de pur opérationnel, j'allais dire c'est tout. C'est pas tout, mais c'est le principal, mais c'est pas plus que ça. Et ensuite, vous allez voir, on rentre dans des choses beaucoup plus subtiles. Et plus subtiles parce qu'on en tient moins compte. Or, et le or est là-dedans, et Julie va en parler après, les relations entre un acheteur et un vendeur sont sur le terrain de l'appel d'offres et de la contractualisation. Ben, or, tous les autres bullet points dont on va vous parler maintenant, c'est précisément le sujet entre un acheteur et un vendeur. Donc, je comprends. La contractualisation spécifique. Tout le monde connaît, c'est très rapide. J'ai des données de santé, j'ai en HDS. Bon, ça, tout le monde se voit bien. C'est un exemple concret. Mais, par exemple, je suis établissement de santé, je vais recruter certains types de prestataires. Et ben, il va falloir que je les sélectionne selon des critères qui sont définis dans un arrêté. Je n'ai pas le droit de sélectionner n'importe qui. Je dois respecter la territorialité, le sérieux, je dois vérifier, j'ai l'obligation de vérifier la solidité, c'est une obligation légale. Si le type fait faillite et qu'il me plante mon activité de santé, c'est de ma faute, c'est pas de sa faute à lui. Vous voyez, c'est le petit détail qu'on oublie souvent. C'est la loi Donner-Dent, la loi de 2017. C'est un exemple concret. Les études de risque opérationnel, ça vous les connaissez tous, qu'on ne fait pas assez. De plus en plus de relations contractuelles imposent qu'on met en annexe le PIA, les BIOS, l'étude de risque, l'étude préalable de risque. Voilà, je te prends, mais attends, annexe 7, ça va être ton étude de risque. Bah, il faut l'avoir fait, sinon l'annexe 7, on ne la fait pas, puis on ne signe pas. Vous voyez, concrètement. Les pen tests, les audits externes, ça c'est très concrètement des choses qui sont demandées et ou qui sont réalisées par les établissements de santé lors de la contractualisation. Les documentations obligatoires, alors ça, il y en a beaucoup. On va revenir après. Énormément de documentation parce que on va vous demander, tiens, c'est quoi ta procédure en cas de hacking? Alors là, vous allez dire, mais oui, j'en ai une, t'inquiète pas, on s'appelle entre nous. Non, non. Le papier, le document, le petit arbre de décision, le croquis, il est où? Ça va être l'annexe 8. Ah oui, mais j'en ai pas. Ah bah, il n'y a pas d'annexe 8, il n'y a pas de marché. Hop, t'as perdu. Voilà, très concrètement, c'est ça en fait. Mais l'ANSSI, l'ACNIL, l'ANS préconisent des exercices annuels de fameux documents de gestion des failles de sécurité.
La norme 27001 aussi d'ailleurs la préconise. Vous voyez cet exercice. Et en fait, il y a même dans certaines particularités, on demande que soit documenté l'exercice annuel parce que la responsabilité des dirigeants va aussi être en fonction de cet exercice réel. Et pour finir sur l'opérationnel, après on rentre plus dans le détail. Nous, on préconise toujours des assurances. C'est bête, pourtant on n'est pas courtier, on n'a rien à gagner à dire ça, on vous rassure. Hein, mais voire même, enfin bon. Et ces assurances ont quand même la vertu d'imposer à la direction de prendre conscience du risque cyber, parce qu'on va payer une police d'assurance, d'avoir un interlocuteur en cas de problème au niveau de l'assurance, voire même parfois, bon, pas souvent, il ne faut pas déconner, hein, parfois même être indemnisé. Pas trop souvent. Voilà, ça c'est le truc opérationnel concret. Juste un petit mot, c'est lorsque la crise survient qu'on se rend compte qu'il nous manque tout un corpus de procédures, de documentation interne qui soit opposable à ceux qui vont contrôler comment on réagit lorsque la crise est survenue. Donc ça ne coûte pas tant que cela de le mettre en place, c'est très protecteur. Il faut vraiment faire l'effort. Ça paraît bête de dire ça, c'est pas de la moralisation, c'est pas de la moraline, c'est juste que c'est quand la merde est là, shit happens, il faut être prêt. Il faut être prêt et montrer qu'on ne pouvait pas l'éviter, mais que par contre on avait mis en place les outils nécessaires. Également pour vous préciser que ces slides-là s'appliquent tant à vous, justement, encore une fois, qu'à vos acheteurs ou à vos vendeurs. C'est-à-dire que vous avez une organisation à mettre en place en interne, mais vous devez aussi vous assurer, et pour rebondir sur ce que disait Alexandre tout à l'heure, que vos prestataires, vos fournisseurs, vos acheteurs, vos sous-traitants, tous ceux avec qui vous traitez au sens large, ont bien mis en place également ce cadre opérationnel. Donc ça demande du temps, de l'investissement, des investigations internes, de réflexion aussi avec vos prestataires sur ce qu'ils auront mis en place et qu'ils devront vous prouver. Comme disait Alexandre, c'est la partie un petit peu ennuyeuse et boring de la preuve de ce que ça a été fait, mais c'est très important. Et typiquement, si vous souscrivez une assurance cybersécurité, on vous demandera aussi si vous avez fait vos petits homework avant. Donc non seulement vous assurez de mettre en cadre ces opérationnels-là au sein de votre propre établissement, mais demander les mêmes engagements et de preuves de conformité de vos prestataires. Alors on continue sur l'organisationnel. C'est un thème qui est très souvent mis en avant dans l'approche d'une mise en conformité. Elle est importante, elle n'est pas unique, hein, mais elle est importante. Elle est importante parce que, vous savez, on vous dit toujours qu'il faut absolument que le management ait conscience, qu'il soit mis dedans, qu'il soit dans la boucle. Bah, c'est vrai, bien sûr. Mais c'est très concret. Alors d'une part, il faut toujours désigner. On est dans un secteur réglementé. Hein. Voilà, nous, on ne vend pas des pains au chocolat. Donc concrètement, ce secteur réglementé veut dire qu'il faut quelqu'un qui s'y connaisse un tout petit peu. Voilà, donc on va désigner une personne. Alors le DPO, tout le monde sait ce que c'est maintenant. Ça fait 8 ans que ça existe, voilà, il y avait le CIL avant, enfin voilà. Tout le monde voit ce que c'est. Arrive des États-Unis une mode d'avoir un compliance officer qui est encore plus large. Par exemple, aux États-Unis, un compliance officer dans le milieu de l'ADM, il va s'occuper justement de la data, du medical device, je ne sais plus parler français, de la réglementation sécurité, voire même de la réglementation fraude. En fait, voilà, c'est une personne qui fait que ça. Dans d'autres domaines, on connaît tous des officiers de sécurité. Alors, les OS, il y en a. C'est un point important parce que, en pratique, dans la vraie vie, lorsque vous allez contractualiser avec un établissement de santé pour vendre vos services, vos produits, cette personne devra participer au négo. C'est inconcevable qu'une clinique ou un hôpital achète du DM ou achète du service sans parler à un moment quelconque à cette personne. Si vous dites à votre acheteur, tu sais, j'en ai pas parce que je sais pas ce que c'est, à vue nez, le process, il va vite s'arrêter. Hein. Et inversement, quand en établissement de santé, on a besoin, parce que c'est lui qui va nous rassurer, et puis on va y venir juste après, c'est surtout lui qui va nous fournir les fameux documents qui vont être les annexes 7, 8, 9, 10 jusqu'à 25. Oui, c'est ça. La responsabilité pénale, alors on a deux grands avocats, donc ils vont nous en parler mieux que nous. Comme a dit Gilles tout à l'heure, la responsabilité pénale, elle existe pour de vrai. À nouveau, c'est pas j'ai vu ça une fois par hasard et je ne sais pas ce que c'est. 4 millions de condamnations pénales en France chaque année, sur tous les sujets, hein, pas que en santé, que ça soit clair. Hein. Mais ça veut dire que statistiquement, des professionnels condamnés pour leur activité professionnelle parce qu'ils ont été défaillants, ça arrive souvent. Et comme a dit Gilles, c'est le chef d'entreprise, établissement de santé, ou le chef d'entreprise, fournisseur de produits ou de services. C'est le médecin qui, dans son activité, n'a pas été bon. C'est la personne qui a une délégation de pouvoir. Vous voyez ce que c'est ?
On croit toujours que c'est une promotion, ça. Ah, tiens, vas-y, signe, tu vas voir, c'est une promotion. Non, non, c'est un nid en merde, ça. C'est qu'en fait, on va déléguer la responsabilité pénale à celui qui reçoit la délégation de pouvoir. Donc on organise en cascade. Oui, c'est le dirigeant qui, pour se disculper parce qu'il ne peut pas être partout et parce que ça l'arrange, va donner à l'un de ses subordonnés, l'un de ses salariés, des pouvoirs, une délégation de ses pouvoirs, avec en contrepartie la responsabilité civile, pénale, de tout ce qui va se passer, qui sera de nature à causer un préjudice à des tiers, à l'État, etc. Donc la délégation de pouvoir, c'est quelque chose d'extrêmement important à surveiller. Délégation de pouvoir dit délégation avec des pouvoirs et pas que de la responsabilité. Donc c'est quelque chose qu'il faut peaufiner lorsque vous êtes dans une relation avec un employeur quelconque, lorsqu'il vous promeut responsable de quelque chose, qui vous dit le corollaire, c'est de signer cette délégation que je te fais, moi chef d'entreprise, à toi, mon subordonné préposé, très responsable et avec tous les devoirs et de la charge. C'est quelque chose qu'il faut vraiment peaufiner, prendre en compte. Responsabilité civile, pénale, ça veut dire que vous pouvez être inquiété sur votre patrimoine personnel. Hein, on l'oublie souvent. Au pénal, il y a une partie de condamnation, certes, le cas échéant, ça peut être des amendes, ça peut être de prison avec sursis, on ne va pas aller jusqu'à de la prison ferme, ou alors il faudrait vraiment un acte frauduleux de trahison, mais il y a aussi la partie civile, c'est-à-dire les dommages-intérêts que vous devriez devoir payer à la victime de telle ou telle problématique. Et point qui tient particulièrement à cœur à Julie, il y a également dans la mise en place organisationnelle de la conformité, la mise en place d'une cellule pour réagir en cas de crise. Il y a encore quelques années, pas moi, il y a encore quelques années, c'était bien, nice to have. Aujourd'hui, c'est obligatoire. C'est pas nice to have la cellule. C'est-à-dire qu'il faut que vous démontriez aux autorités de régulation que vous avez vraiment une cellule, qu'en cas de hacking, qu'en cas d'attaque, que si votre hôpital, votre clinique, votre établissement de santé, ou si vous êtes fournisseur ou prestataire, vous êtes attaqué, vous êtes en capacité de répondre. Alors répondre ne veut pas dire corriger dans la minute. Répondre veut dire j'en tiens compte, j'alerte les autorités. On a l'obligation, exemple concret, j'ai l'obligation d'alerter de l'ANS dans les 48 heures, la CNIL dans les meilleurs délais, c'est ce qui est écrit dans la loi. Parfois DGSI, Annecy, enfin, en tout cas nous on l'a déjà fait. Faut que j'aille porter plainte dans les 3 jours, faut que j'appelle mon assurance parce que peut-être qu'elle va me rembourser, bon j'y crois pas mais peut-être qu'elle va me rembourser. Voilà, il y a tout ça à faire. Faut que le patron il prenne des décisions, faut qu'il soit bien conseillé. Il est 2 h du matin, on s'en fout, on s'appelle, on y va, on attaque. Et ça concrètement, vous voyez, c'est un document qui va déterminer la procédure. Et aujourd'hui, cette procédure, elle est fondamentale, elle est obligatoire, elle est pénalement répréhensible, administrativement ça veut dire amende. Répréhensible. Un exemple, votre assureur, vous voulez l'activer parce que vous avez eu une problématique. L'assureur, sa première réaction, c'est de dire comment je peux me dégager de mon obligation assurantielle. Est-ce que le sinistre a été déclaré dans les temps? Est-ce qu'il a été bien déclaré? Est-ce que les mesures pour ne pas aggraver le sinistre avaient été prises en amont? Faute de quoi, je ne couvrirai que partiellement le sinistre à due concurrence de défaillance initiale, originelle de la personne assurée, etc., etc. Donc, ça rejoint toujours ce thème, soyez préparés, over-prepared, c'est vraiment super important. Et cela se traduit concrètement par en fait un process interne que vous devez établir sur qu'est-ce qui se passe quand je me rends compte que mon système et que j'ai été cyberattaqué. Qu'est-ce que je fais à 5 minutes, à 1 heure, à 1 mois, à 3 mois. C'est très important. Qui je contacte? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai mis en place comme solution pare-feu? Quels sont les prestataires de services qui sont dans mon écosystème et que je dois prévenir? Donc c'est vraiment toute une série d'implications pratiques et de contacts de gens à activer dès que vous vous rendez compte que le système a été cyberattaqué. Et ça, comme le disait Alexandre tout à l'heure, c'est pas, encore une fois, c'est pas optionnel. Il faut que vous l'ayez en place parce que le moment où ça arrive, c'est déjà bien trop tard. Alors d'ailleurs, c'est tellement obligatoire qu'il y a eu des amendes. Hein. Il y a eu en Belgique, il y a un type qui s'est pris 50 millions parce qu'il n'avait pas la procédure écrite là-dessus. Je ne sais plus le nom. La CNIL, alors c'est sur le fondement du RGPD qu'il y a eu des amendes. Là, aujourd'hui, il y a des amendes qui peuvent arriver au titre de Nice 2 aussi. Nice 2, à nouveau, c'est santé, on est en plein périmètre Nice 2, hein, que ça soit clair. On a des vraies sanctions à ce titre-là. Et
à nouveau, pourquoi est-ce qu'on se dit tout ça? Effectivement, en cas d'attaque, il faut réagir. Ok, super. Mais dans le cadre de relations entre acheteurs et fournisseurs, c'est aussi une thématique qu'on retrouve dans le contrat. Et croyez-moi que annexe 9, s'il vous plaît, donnez-moi la procédure de gestion des failles de sécurité. Si vous ne l'avez pas, enfin, tous ceux qui ont fait des négos savent que c'est un thème majeur dans la négociation. En combien de temps tu me donnes quoi? Est-ce qu'il y a un mec qui peut venir chez toi? Est-ce que je peux mettre une sonde? Est-ce que tu peux me donner les logs, les batchs? Enfin, voilà, ça, c'est une vraie discussion de fond. Donc un acheteur aujourd'hui sérieux, a vraiment systématiquement le réflexe d'aller sur ce thème et de demander de la documentation, le nom de la personne, le nom des personnes concernées par la cellule de sécurité, voire même, on y revient, le test annuel de l'année dernière pour bien valider qu'elle existe bien cette procédure et quels étaient les résultats. Donc c'est pas du tout un nice to have, c'est une obligation totale aujourd'hui, comme l'a dit Julie. Et je reviens là-dessus. Encore une fois, quand le sinistre intervient, on est en situation super dégradée. Tout le monde est en panique. Personne n'est dispo au bon moment. Les gens sont décousus dans leur façon de réagir. C'est une source d'engueulade, d'énervement et donc d'oubli des choses principales. Donc vraiment, encore une fois, préparation, contractualisation. Et pour finir sur l'organisationnel, la formation, ça vous le connaissez, c'est pas nouveau, hein, c'est très très vieux les obligations de formation. Chez les médecins, c'est aussi vieux qu'il y a un ordre des médecins. Hein. Voilà, c'est une obligation pour les personnes en charge de la cyber. Donc le RSSI, lui, il doit aller faire sa petite formation obligatoire tous les ans. C'est 20 heures, je crois, enfin je sais plus. Bon. Mais en tout cas, c'est une obligation, ils le prennent très au sérieux. Nous, on recommande toujours qu'ils s'abonnent au CERT Santé. Vous savez, c'est le centre qui remonte les vulnérabilités techniques. Et puis, plusieurs lois, plusieurs réglementations imposent une sensibilisation, c'est-à-dire 30 minutes par an, une heure par an, pas plus, des autres personnes. Je sais pas, le type au marketing, voilà. Faut qu'il y ait cette sensibilisation. C'est la loi. Bon, honnêtement, c'est pas mal parce que ça permet de vulgariser, ça permet de faire en sorte que les gens soient plus sensibles à la thématique. Et on y revient tout à l'heure. À nouveau, on n'est pas dans un domaine où ça n'arrive qu'aux autres et de toute façon, tout ça, ça n'existe pas. C'est quoi cette histoire? Non, non. Ça permet aux gens, au fur et à mesure des sensibilisations, de se rendre compte qu'il faut faire attention et que le mot de passe, il ne faut pas que ça soit 1, 2, 3 sur son PC. Il faut juste changer ça. Et on termine par le plus important, qui concerne le plus nos avocats, c'est la documentation juridique. On y revient, vous avez compris qu'il faut être sécurisé. Mais quand on vend ou quand on achète, quand on est dans une relation contractuelle, qu'on le veuille ou non, on va faire du document juridique. Bah oui, c'est le contrat. Et dans ce document juridique, il y a beaucoup d'annexes, et c'est tout ce qu'on vient d'évoquer qui vont être des annexes. Quand on se dit qu'il faut une cellule de sécurité, très concrètement, c'est un papier qui va terminer en annexe, on va signer, on va s'engager. C'est ça très concrètement. Oui, en fait, le contrat, c'est la partie chiante de tout. C'est pas parce que c'est nous qui la faisons, c'est un peu une réalité de terrain. En fait, le meilleur contrat, c'est celui auquel on n'a pas besoin de se référer. Et quand justement le sinistre ou l'événement indésirable survient, c'est vraiment le dernier recours. Et quand il est bien fait, finalement, on ne le regarde plus et on traite ça de manière extrêmement souple. Donc vraiment, il faut passer du temps en amont. La culture française, la culture latine, comme disait Alexandre, c'est de faire passer le contrat, le juridique, un peu comme quelque chose de rébarbatif, de chiant, d'obligatoire. Sauf que dans la culture anglo-saxonne, c'est l'inverse. On le place en amont, à la pointe du diamant, pour dire ensuite, on saura gérer. On saura gérer sans s'écharper, sans passer 10 ans aux tribunaux, parce que plus le contrat est bien fait, moyen d'interprétation, plus les gens finalement deviennent dociles de ce qui a été contractualisé. Donc véritablement, c'est quelque chose à soigner en amont. Je sais que ce n'est pas culturellement encore totalement ancré, ça l'est de plus en plus. Hein. Il y a 30 ans, c'était catastrophique. Aujourd'hui, c'est vraiment bien. Et donc pour pousser un petit peu là-dessus, en effet, donc ça prend du temps en amont pour bien le faire. Comme le disait Gilles, après ça délimite et ça limite grandement les soucis, les tracas. Il faut donc bien se pencher aussi en fonction du secteur d'activité, des normes auxquelles vous êtes soumis, sur vos attentes justement et vos besoins en termes de sécurité de vos systèmes et de vos sécurisations contractuelles. Il faut donc dans les contrats que vous allez conclure avec vos prestataires de services ou avec vos fournisseurs de matériel ou autre, il faut bien délimiter ce que vous attendez d'eux en termes de services, de production, de documentation relative à leur propre sécurité, de systèmes d'alerte qu'ils doivent aussi mettre en place de leur côté et d'informations à votre profit une fois que eux
Et si eux sont cyberattaqués, il va falloir qu'ils vous tiennent au courant parce que ça peut aussi envahir vos propres systèmes et donc vous devrez pouvoir mettre en place des systèmes pare-feu. Donc ils ont des obligations, eux, de notification d'informations, de mise à jour aussi de leur propre système de sécurité, comme vous avez également vos obligations à mettre en place. Et dans les contrats de fourniture, plus précisément des fournitures par exemple des dispositifs médicaux justement, vous allez devoir leur demander des modalités d'intégration de leur sécurité dans leur propre dispositif et de mettre à jour aussi et les obligations de maintenance. Ça c'est très important parce qu'un dispositif médical est certifié au moment de sa mise sur le marché. Donc avec une validation sur son exploitation, sur son système d'exploitation existant à l'heure où il est certifié. Il faut s'assurer que les mises à jour et les maintenances sont prévues aussi dans les contrats que vous concluez avec eux. Ça, c'est très important parce que vous pourriez sinon vous fournir en dispositifs médicaux qui peuvent devenir obsolètes et qui peuvent aussi avoir un impact du coup sur l'ensemble de votre système informatique. Donc cette obligation aussi de suivi, de mise à jour, de maintenance est clé dans les contrats justement que vous allez conclure avec vos fournisseurs. Oui, c'est ça. Alors voilà, c'est ce que vient d'être dit. Alors concrètement, les types de documentation juridique, comme vous voyez, c'est la Sécu. Alors ça, c'est facile. La sécurité, vous voyez bien, tout le monde sait ce qu'est un PSSI, une PSA, PRA, PCA, évidemment. Alors c'est pas anodin, hein, ces documents. Pour ceux qui les ont faits, ça peut mettre quelques semaines, quelques mois, en fonction des gens qui y participent. Et de plus en plus, alors pas la PSSI, mais le PASS, c'est quasiment systématiquement une annexe maintenant. La PSSI, jamais, c'est pas vocation. PRA, PCA, systématiquement. La documentation technique, notamment des DM, dont vient de parler Julien à l'instant, quasiment tout le temps. Et puis arrive toute la documentation, vous savez, les préétudes IA, les études de risque, etc. IA, ça va être systématiquement en annexe aussi. Donc concrètement, on y revient. Si vous ne l'avez pas fait, vous n'aurez pas le marché. Hein. C'est très simple. L'opérationnel, c'est les fameuses politiques. Alors, vous connaissez par cœur, politique d'habilitation, enfin, tous ces trucs-là. Ça, c'est en interne, très souvent, dans les contrats. Les clients et les établissements de santé vous disent je sais que je ne peux pas te demander ta politique d'habilitation. Enfin, il ne va pas les fouiller notre AD non plus. Hein. Mais en revanche, tu me déclares que tu en as bien une et en cas d'audit, par exemple, de ma propre autorité, tu t'engages à me le donner. Voilà, c'est très souvent comme ça que ça se termine dans les contrats. Mais ce qui fait que je connais plein de gens qui mitonnent et qui disent « Oui, j'en ai une, t'inquiète, t'inquiète ». Et ça nous arrivait à nous qu'on ait des coups de fil à 22 h de type qui nous disent « Oups, tu peux me faire ça pour demain, s'il te plaît ?» C'est très rigolo à faire. Donc évidemment, c'est mieux d'avoir au moins un début de politique écrite. C'est quand même plus simple. Les procédures, on en a parlé à plusieurs reprises. On insiste sur ces procédures. Ça devient de plus en plus des exigences d'annexes contractuelles. Je fais un appel d'offres et dans la réponse à appel d'offres, je veux que tu me donnes telle et telle et telle procédure. On le voit de plus en plus souvent en ce moment. Et notamment, on y revient sur les DM où la traçabilité, c'est un thème qui est de plus en plus important dans les appels d'offres. Les registres, ça, c'est plus ou moins soumis à un secret. C'est une discussion juridique d'ailleurs. Est-ce que c'est soumis à un secret? Qu'importe, en tout cas, il faut le faire, c'est obligatoire. Les autorités ont le droit de demander les registres. Les établissements de santé n'ont pas vraiment le droit. Donc on déclare qu'on en a un, on ne le donne pas. Bon, c'est un peu compliqué. Et puis, au cœur du contrat, il y a un ensemble de mentions obligatoires. Ça, c'est vraiment un thème qui est important. Il y a les mentions obligatoires au titre de la loi. Vous connaissez tous l'article 28 du RGPD. On a 8 mentions obligatoires. Bon, très bien, super. MDR aussi, il y en a. IA, maintenant, il y en a. Enfin, plein de réglementations. Et puis nous, on a quand même cette particularité. Je crois que c'est ici que je l'ai écrit, c'est ça. C'est le véritable apport complémentaire d'un avocat. C'est que je me mets dans le on, hein, vous m'excusez, hein. On a de l'expérience sur comment on contractualise, mais on a aussi, nous, l'expérience sur comment on s'engueule et comment ça se termine devant le tribunal. Donc en fait, on fait à rebours nos raisonnements en se disant « Je sais que devant le tribunal, cette clause, elle est vraiment pourrie, elle passe vraiment pas, donc en appel d'offres et en contractualisation, je vais la rédiger de manière différente. » Ça, c'est l'apport réel qu'on a, nous. Et je parle sous contrôle de Gilles et Julie. On a vraiment, à plusieurs reprises, changé nos pratiques contractuelles, parce qu'on a des retours d'expérience de contentieux. Et de contentieux tribunaux, contentieux ordre des médecins, contentieux autorité de régulation. Donc par exemple, il y a le partage de responsabilité, c'est ce qu'on a écrit tout à l'heure. Le RACI, voilà, nous ça s'appelle partage de responsabilité, vous c'est RACI, mais c'est pareil. Sur qui fait quoi, qui est responsable de quoi.
grand sujet, nous c'est notre préféré, c'est que quand on est comme ça, on dit « Ouais, t'inquiète, je suis responsable ». Quand on l'écrit, bizarrement, il n'y a plus personne qui est responsable. Ça, je ne sais pas si vous l'avez vécu. Ça, c'est rigolo. Donc ça, c'est la vraie négo. Et on a chacun des arguments en fonction de la réglementation et de la vraie vie. Voilà, ça, c'est vraiment des mentions obligatoires qu'on connaît bien. Oui, et je compléterai aussi par justement ces espèces de rapports de force entre acheteurs et vendeurs. Donc souvent, vous avez des vendeurs qui ont des conditions générales de vente. Vous avez parfois des acheteurs qui ont des conditions générales d'achat. C'est pareil, c'est très rébarbatif, mais il faut quand même les lire. Parce que généralement, l'une ou l'autre partie les accepte sans le savoir, ils signent un devis, hop, on signe des conditions générales de vente. Et typiquement, les fournisseurs, et ils ont raison, vont essayer de limiter leur responsabilité au maximum. Mais l'acheteur, lui, va vouloir que la responsabilité de son vendeur soit maximale. Or, souvent, les opérationnels, et ça c'est très important, ça fait partie des obligations aussi de formation et de diffusion au sein des équipes, vont accepter un devis en acceptant des conditions générales de vente avec une responsabilité limitée du fournisseur. Où vous voyez de tout ce qu'on vient de vous exposer que le fournisseur a aussi ses obligations. Et Gilles parlait tout à l'heure de la délégation de pouvoir en interne. C'est aussi une délégation, ou plus exactement un cantonnement de la responsabilité que vous n'allez pas vouloir prendre celle du fournisseur. Et pour ça, généralement, il ne faut pas accepter, ou en tout cas, il faut négocier avec des conditions particulières les conditions générales de vente. Et ça, c'est très très important. Regardez chacun dans vos organisations, auprès de votre direction des achats, qu'est-ce qui est accepté de la part de vos fournisseurs en pratique. Et vous verrez, c'est un bon début de commencement sur qu'est-ce qui doit être mis en place en interne. Et méfiez-vous, que ce soit côté fournisseur, on ne donne jamais vraiment très clairement accès aux conditions générales, que ce soit côté acquéreur, c'est la même chose. Donc il y a, selon le parti dans lequel vous êtes, vous, respectivement, dans vos professions respectives, il faut vraiment demander à avoir un email ou une communication des dernières conditions générales, soit d'achat, soit de vente, à jour. Et donc vous aurez cette trace, parce que c'est toujours un problème de preuve à la fin. Qu'est-ce qui s'applique, comment ça s'applique, qui a décidé quoi et comment le juge va dépatouiller tout cela. Aidez-le à vous aider. Voilà, c'était le point central. Alors, on vous a mis une petite slide sur le plan CARE, vous le connaissez tous. Pour être très clair, le plan CARE, c'est les établissements de santé ont 2 milliards à dépenser chez vous. Donc, si ça vous intéresse l'argent, il faut s'en soucier. Parce que sur la base du plan CARE, si vous respectez la réglementation, l'établissement de santé peut aller tirer un chèque pour vous payer. C'est intéressant. Pour finir, Winston a mis en place une solution, à mon sens, vraiment intelligente. Vous savez, la cyber, c'est plein de pratiques, ça fait 70 ans à peu près que ça existe, 60, 70 à peu près, rien de nouveau. Hein. Mais c'est avant tout des droits et des obligations, c'est le législateur, c'est la loi qui décide ça. Moi, j'ai plein de copains qui sont dans la cyber et qui me disent « Ouais, c'est bien de… » Mais moi, mon job, c'est de dire « Non, on s'en fout que ça soit bien. Tu dois ou tu dois pas. » Vous voyez, c'est la loi. Et quand tu dois, il faut le faire. Quand tu dois pas, ça sert à rien de dépenser de l'argent, pour être très clair. Et c'est l'angle juridique qui permet de déterminer ce qu'on doit faire. Alors nous, notre métier, c'est pas de le faire, hein, que ça soit clair. Ça, c'est pas notre job. Mais c'est qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire. Et Winston a eu cette idée, Gilles et Julie ont eu cette idée, de se dire, c'est sous un angle juridique qu'on va prendre le prisme de la cyber, on va constituer une équipe, j'ai la chance d'en faire partie, merci, avec des ingénieurs, des experts cyber, un formateur dédié, des gens qui sont RSSI externes, des PO externes, enfin toute une équipe. Et c'est sous l'angle juridique qui est ensuite décliné tout l'aspect cyber pour la santé. C'est ça. Hop. Oui, ce que nous vous proposons, du coup, c'est un espèce de, on va dire, de condensé de tout ce qu'on vous a exposé là pendant quelques minutes. C'est déjà de faire le traditionnel audit de ce qui est en place au sein de vos organisations. Et après, de vous accompagner tout au long de la vie et des évolutions réglementaires et législatives qui peuvent s'appliquer à vos domaines de compétences. Donc en fait, c'est vraiment un package à tiroir et à option sur regarder quel est votre état actuel, faire la formation de des personnels que vous avez, des salariés que vous avez en interne, justement pour bien infuser. Ça, c'est vraiment très, très, très important parce qu'on l'a vu, la responsabilité porte essentiellement sur le chef d'entreprise, mais le risque, il vient aussi de l'ensemble
des employés vraiment qui sont à l'intérieur de l'entreprise et pour lesquels la sensibilisation n'est pas encore assez forte. Ils ne se rendent pas compte des risques qui peuvent être pris, par exemple, par des moindres systèmes de sécurisation, des mots de passe comme les 1, 2, 3, 4, 5, 6, des choses vraiment qui sont facilement évitables. Donc, notre accompagnement en besoin de formation ou encore sur qu'est-ce qui se passe en cas de cyberattaque. Nous, on est aussi là pour vous accompagner. Et donc ça, c'est vraiment des modules optionnels et à tiroir qui sont menés par du coup, des équipes juridiques, mais aussi techniques et de formation. Exactement. Donc l'avantage, pour terminer, hein, c'est que on a des experts. Gilles, ça fait plus de 30 ans. Hein. Voilà, enfin, on a des experts, enfin, c'est les meilleurs en France, voilà, point. Mais qui connaissent par cœur depuis très longtemps l'ensemble des acteurs, y compris des gens auxquels on ne touche pas habituellement. L'ordre des médecins, par exemple, on n'en parle jamais en cyber, vous voyez, ils font partie de l'écosystème. Et qui ont ce prisme et qui sont de vue, qui connaissent le marché par cœur et qui ont décidé d'accompagner tout notre écosystème sous un angle juridique pour qu'ensuite on décline, qu'on soit conforme. Et puis le gros avantage qu'a Winston, c'est que vu qu'ils connaissent tout le monde, les autorités, les ordres, les investisseurs, vous savez l'argent là, les investisseurs, ils connaissent tout le monde. C'est beaucoup mieux que nous, les simples consultants qui connaissent aucun sujet. Donc l'écosystème est globalement pris en compte grâce à la solution Winston et c'est en ça que c'est révolutionnaire en fait. En fait, c'est pas de faire notre apologie, c'est de vous dire on a réfléchi à une offre packagée où finalement le single point of contact, le point d'entrée et de gestion, c'est le cabinet avec sa déontologie, avec ses responsabilités. Et on est responsable 24/24, 7/7 auprès des clients qui souscrivent à notre offre. Et on coordonne juridiquement, évidemment, en communication, opérationnellement, techniquement, avec des ingénieurs spécialisés. L'événement non désiré, la crise. Et donc, on offre cette solution confortable, moyennant une tarification et des conditions générales d'achat et de vente qui sont mises au point, qui donne un confort à l'entreprise, à ses membres, et qui les dégage d'énormément de stress et aussi de responsabilité dont on parlait tout à l'heure. Il nous reste quelques minutes si vous avez des questions. Vous avez parlé des conditions générales d'achat, des conditions générales de vente. Quand les deux signent ou quand aucun des deux signe, est-ce qu'il y a une priorité de l'un sur l'autre? Julie a cette compétence particulière qu'avant d'être avocate, ou non, elle a été avocate puis elle est devenue directrice juridique dans un grand groupe anglo-saxon. Donc elle sait de quoi ça parle. Alors c'est une excellente question effectivement et c'est compliqué de répondre soit par l'un soit par l'autre. Beaucoup de choses vont être regardées sur qui a accepté les CGA ou les CGV, quand est-ce qu'elles ont été acceptées, comment elles ont été portées à la connaissance de l'autre. Vous savez, il y a par exemple des conditions générales de vente sont généralement plus visibles aussi que les conditions générales d'achat. Donc c'est un vrai débat. C'est pour ça qu'on vous encourage vraiment tous à regarder où sont mentionnés ces CGA, ces CGV et les obligations d'information aussi de communication. Gilles parlait tout à l'heure de exiger d'avoir la documentation. C'est très important parce que, pour le coup, si vous prouvez en sens inverse que vous avez fourni à de nombreuses reprises, à chaque mise à jour, vos conditions générales de vente par exemple, tandis que les conditions générales d'achat sont mentionnées dans un petit coin en bas de la page, là, le juge considérera que quand même l'information était plus importante sur les conditions générales de vente. Mais ça sera vraiment, on va dire, au cas par cas, de façon extrêmement pratique. En tout cas, il faut vraiment s'intéresser parce que généralement, ce conflit de règles existe. Mais presque le pire du pire, c'est quand il n'y en a pas et que l'un accepte les conditions sans même s'en rendre compte. Parce qu'il n'y a eu aucune possibilité de négociation. Donc quand vous acceptez les conditions générales, que vous les lisez bien en détail, c'est très ennuyeux, très rébarbatif. Même nous, avocats, on aimerait ne pas avoir à les lire. Mais pour autant, c'est vraiment très important pour pouvoir négocier les conditions particulières. Donc pour répondre à votre question pratique, ça sera vraiment l'ensemble de faisceaux d'indices contractuels sur comment l'information a été fournie, qui est-ce qui a du coup signé en premier, qui est-ce qui a eu l'information en premier, etc. Donc c'est vraiment un faisceau d'indices.
Ouais, quand je disais aider le juge à vous aider. Oui, il n'y a pas de règle par défaut. La règle par défaut, c'est ce que disait Julie, c'est qui a le plus apporté la preuve de ce qu'il avait donné à l'autre partie, ses conditions. Alors soit d'achat, soit de vente, hein, bien sûr. D'accord. Donc Okay. c'est une problématique probatoire. Donc quand je disais il faut aider le juge à vous aider, c'est-à-dire il faut que vous ayez dans votre dossier le maximum d'éléments qui démontrent que vos conditions, si vous êtes à l'achat d'achat, si vous êtes à la vente de vente, ont été prédominantes par rapport à celles de l'autre, de la contrepartie, si vous voulez. Vous voyez, c'est vraiment un système probatoire. Donc plus on est clair, plus on sait constituer un dossier, mieux on sera s'il y a une confrontation, un conflit entre les deux parties contractuelles. Et parfois, on peut être un peu sioux, c'est-à-dire que vous pouvez avoir votre propre jeu de conditions qui va prévoir justement des règles applicables en cas de conflit. Ouais. Et voilà. Et donc, du coup, évidemment, en premier, ça va être ses propres conditions et ceux d'en face après. Et donc là, c'est pareil, ça constitue aussi un indice dans le faisceau d'indices. Bonjour. Allô. Oui, donc même si ça reste au cas par cas, est-ce que l'ensemble de ces normes de conformité en termes de cybersécurité sont aussi applicables pour des grandes entreprises que pour des petites structures comme des startups, ou est-ce qu'il y a des différences, des points d'attention particuliers? Enfin, comment cela s'articule en fait? Alors, sans faire tout le catalogue, Code de la santé publique applicable à tout le monde, RGPD applicable à tout le monde, CRA applicable à tout le monde, enfin dans le périmètre à chaque fois. Hein. NIS 2, ah, là il y a des seuils dans NIS 2. Donc dans NIS 2, c'est pas applicable aux petites boîtes ou de manière très très sectorielle et voilà, on n'est pas trop dedans. AI Act. Si, alors NIS 2 est applicable au médical, mais avec des seuils, exactement. Et le RIA, MDR évidemment, ça, par définition c'est applicable, et RIA, règlement intelligence artificielle, donc voilà. Ça c'est applicable mais en fonction des secteurs d'activité, donc c'est applicable. Donc ce qui fait qu'il y a tout sauf NIS 2. Et il s'avère que NIS 2 c'est des surcouches qui ressemblent énormément aux autres, donc franchement, à part 2-3 bricoles, voilà. La seule différence c'est que, si je puis me permettre, c'est que quand on fait une procédure pour GE Healthcare, elle fait 200 pages. Quand on fait une procédure pour machin SRL, elle fait 2 pages. Voilà, c'est ça en fait. Le règlement le Cybersécurité Act, le règlement, il est applicable quelle que soit la taille ou Oui, en fait c'est en fonction de l'importance du marché. Et alors vous savez, aujourd'hui c'est que les devices. D'ailleurs je me permets, parce que personne ne le connaît ce truc-là, mais c'est applicable aux devices tout court. Oui, mais pas et à partir de 2026, 1er janvier, aux logiciels qui ont potentiellement vocation à aller dans un device. Donc toute l'industrie du logiciel va avoir ça dans 10 mois. Voilà, il est 32. Nous invitons tous ceux qui auraient des questions complémentaires à venir nous voir. Nous sommes au stand D20. Nous sommes obligés de laisser la place. Merci beaucoup à tous de votre participation.